professeur Solaire. Le professeur Solaire, qui est cofondateur et président de la société Visible Patient. Il est également membre de l'Académie nationale de chirurgie. Je le remercie donc chaleureusement pour sa disponibilité et pour cette conférence qu'il va animer ce soir. Monsieur Solaire est un expert dans le traitement d'images médicales, la modélisation 3D, les nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique chirurgicale et l'intelligence artificielle appliquée au monde médical, au domaine médical. Il a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux. Quelque chose d'intéressant qui rentre dans le cadre de cette conférence, c'est que M. Solaire est également parent d'élèves, avec un jeune scolarisé au lycée. Il est donc bien au fait et conscient de l'enjeu de l'orientation qui concerne donc les lycéens cette année. Ce qu'on vous propose avec le professeur Solaire, c'est qu'au travers de Visible Patient, vous allez découvrir les métiers aussi divers que variés qui convergent tous vers un seul but, qui est de sauver des vies humaines. Et donc, comme il va vous le présenter, le professeur Solaire, ce n'est pas uniquement être médecin, s'il y a tout un monde de métiers qui participent à ce but. À la fin de la présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions et je suis convaincu que la conférence sera pour tout le monde très intéressante. Je vous souhaite de passer en notre compagnie un très bon moment et je vous passe la parole, Monsieur Solaire. Merci, donc bonsoir à tous. Merci pour le temps que vous prenez ce soir pour vous et pour vos enfants de façon à pouvoir peut-être découvrir des choses que vous ne connaissez pas et surtout avoir une vision sur l'avenir possible d'orientation. Ma présentation va être vraiment orientée sur cet aspect-là. Donc, comme vous l'avez dit, donc j'ai un fils qui est en première à l'école Notre-Dame. J'ai une fille qui était en terminale l'année dernière à l'école Notre-Dame. Donc, je sais ce qu'est la réforme des lycées pour l'avoir vécu de front et avoir vécu l'innovation de cette réforme. Et évidemment, quand on m'a proposé de participer, je me suis dit, oui, ça peut vraiment en effet être utile parce qu'on n'imagine pas du tout un ensemble de métiers qui existent. Tout le monde ne fera pas nécessairement un doctorat, tout le monde ne sera pas forcément ingénieur, tout le monde ne sera pas avec un bac+5. On a besoin de plein de métiers différents qui commencent après le bac. En plus, il y a des parcours qui sont totalement atypiques et qui commencent juste après le bac, vous verrez. Ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez comprendre que grâce à ce qui est possible aujourd'hui de faire, grâce à différents types d'études ou de formations, eh bien, c'est un domaine très vaste en fait qui s'ouvre à vous demain avec des opportunités peut-être pour lesquelles vous n'aviez pas idée. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par partager mon écran pour basculer donc sur la présentation et on va commencer tout de suite. Alors, je vais juste masquer ça, comme ça on va pouvoir commencer tout de suite avec cette présentation. Et donc, à la fin de la présentation, vous l'avez compris, on pourra basculer sur les questions. Donc, d'abord, on est ici à Strasbourg et il faut dire qu'on a une chance assez importante, c'est qu'il y a un très bel écosystème de sociétés et notamment de jeunes sociétés qu'on appelle des startups qui se sont développées en Alsace dans des domaines assez variés. Moi, je vais évidemment vous parler du domaine sur lequel on est le plus présent, à savoir le médical, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez remarquer ici, il y en a sur le food, le social éco, l'industrie, le digital, il y a en plus plein d'autres choses, du coworking. En tout cas, c'est un domaine en pleine croissance avec énormément d'argent investi pour créer des emplois, pour créer un vrai dynamisme. Et ça, eh bien, c'est intéressant parce que c'est les métiers de demain. Alors, je vais vous parler d'une société en particulier, c'est ma société, Visible Patient, qui a été créée en 2013 et qui a levé en 2014 des fonds, 3 millions, qui a ensuite obtenu le marquage de ses dispositifs médicaux pour pouvoir être utilisés dans le domaine médical et qui a fait une deuxième levée de fonds en 2019 de 12 millions avant d'obtenir les remboursements donc, des assurances et mutuelles pour ce qu'on propose et d'avoir un partenariat avec Johnson & Johnson. Alors, pourquoi je commence par ça ? Tout simplement parce que quand vous avez envie d'avoir un travail, que ce soit un travail d'ingénierie ou d'autres choses, eh bien, vous allez rentrer dans une société. Et une société, ce n'est pas uniquement votre travail, c'est tout un ensemble. C'est plein de personnes, comme vous le voyez ici, avec en plus aujourd'hui beaucoup de personnes. Et c'est des emplois très, très variés. Juste pour vous donner un exemple, chez Visible Patient, on a évidemment le métier de la recherche et de développement qui est très importante parce qu'on est une société de la technologie, mais on a aussi
ce qu'on appelle la qualité des affaires réglementaires, qui en général est un métier totalement inconnu et qui pourtant est passionnant, qui nécessite d'ailleurs des notions en ingénierie assez poussées. On a les métiers de l'infrastructure, le réseau et gérer tout ce qui touche donc aux ordinateurs, à la cybersécurité aujourd'hui qui est très très en avant et aux protections des données. On a des métiers sur la couverture assurance parce que quand on veut avoir un remboursement d'un dispositif médical, il faut savoir comment ça fonctionne, une assurance, une mutuelle, le système de santé en France, par exemple, mais aussi à l'étranger. Et ça, c'est des métiers spécifiques. Il y a les métiers qui sont très spécifiques à notre société, qui sont ceux des manipulateurs en électroradiologie médicale. Et ça, je veux vraiment en parler ce soir, parce que c'est un métier qui n'est pas assez connu et qui pourtant a une demande extrêmement forte aujourd'hui en termes d'emploi. On manque de manipulateurs radio en France, et pas qu'en France, mais c'est un métier qui est immédiatement possible de formation après le bac, donc il y a 3 ans, et pour lequel on a une école à Strasbourg, donc ça vaut le coup de le savoir. Il y a les métiers évidemment de la marketing et de la vente, et puis il y a le support vente, support client, ce n'est pas exactement la même chose. Un marketing et vente, vous faites la publicité et vous allez sur le terrain vendre. Le support vente et support client, vous êtes derrière votre ordinateur, votre téléphone, et quand vous avez un client qui a un problème, il va vous appeler et vous allez l'aider à résoudre ce problème. Ce n'est pas des sous-métiers, bien au contraire, c'est le métier en contact direct avec le client qui sont extrêmement importants. Surtout, vous imaginez, quand le client en question, il s'agit d'un chirurgien qui doit opérer un patient. Donc, vous vous rendez bien compte de l'importance que ça peut revêtir. Et puis enfin, évidemment, l'administration et la finance, on en a parlé avant avec les levées de fonds, c'est essentiel. Alors, on va commencer d'ailleurs par ça, les métiers de l'administration et de la finance. Ce que je veux, c'est que ça soit vraiment un outil utile, cette présentation. Donc, je vais vous parler des formations post-bac des personnes qui travaillent dans ma société aujourd'hui. Après le bac, on a aujourd'hui des personnes qui ont fait un BTS compta, un BTS hôtellerie et restauration, ou alors un DUT gestion, des licences pro ou langue étrangère, et ensuite suivi, parfois, pas toujours, de formations complémentaires, des MBA ou des masters en chargé d'affaires, en traduction, voire des écoles d'ingénieurs en ingénierie ou en génie électrique. Donc vous voyez déjà, sur ce premier métier de la finance, derrière ces formations, on va trouver des comptables, on va trouver des responsables de gestion financière, on va trouver ma directrice administrative et financière, par exemple, qui a commencé avec un BTS hôtellerie et restauration et qui ensuite a fait un MBA à l'école de Strasbourg, à l'EM Strasbourg, qui est une école de management présente à Strasbourg, qui est une très bonne école. Et vous voyez, donc vous avez sur place le BTS hôtellerie et restauration, c'était à Illkirch. C'est juste pour vous illustrer que sur place, on a un tissu de formation et un tissu d'école extrêmement riche qui peut énormément servir. Mais ce qui est important derrière ce que je vous montre, c'est que très souvent, et c'est une erreur, quand on parle de start-up de haute technologie comme la nôtre, on a pour idée qu'il faut avoir fait une grande école pour pouvoir ensuite avoir un poste. Il faut faire des formations, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement des grandes écoles. Ce sont des formations qui peuvent être d'ailleurs totalement universitaires ou qui passent par des écoles, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement des écoles et pas uniquement non plus ce qu'on appelle entre guillemets des grandes écoles. Pour moi, on a besoin de tous les types de formations et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra retenir tout au long de mon discours. Je ne cherche pas à faire une publicité pour une formation ou pour une autre. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a pléthore de possibilités et que selon vos envies, vous arriverez peut-être à partir sur une voie et ensuite à bifurquer sur une autre en fonction de ce que vous allez apprendre au fur et à mesure de vos connaissances. Alors, maintenant, j'ai passé ce premier passage, l'administration et la finance, et je vais rentrer dans le cœur de ce qu'est Visible Patient pour vous expliquer le plus simplement possible. Constance et Aloïs, vous allez vous laver, vous faites vos devoirs. Alors, s'il vous plaît, coupez vos micros parce que ça sera plus pratique. Donc, concrètement, actuellement, on a pour la chirurgie un système assez simple à expliquer, même si ça peut paraître complexe. La chirurgie, ce n'est que simplement couper des arbres. Je vais m'expliquer. Tous les organes ont un arbre vasculaire. Vous avez un exemple ici d'un arbre vasculaire qui est la veine porte. Et vous imaginez cet arbre vasculaire comme un vrai arbre. Et imaginez que cet arbre est dans la rue. Si l'arbre est dans la rue et qu'il est malade, une partie ici qui est malade, dans le corps, on appelle ça un cancer, eh bien, le travail va consister à couper l'arbre et à le remplacer. Couper l'arbre et le remplacer, en chirurgie, on appelle ça une transplantation. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça d'expliquer la chirurgie. On va couper le tronc, on va le remplacer par un autre organe. C'est une transplantation. Ça, c'est si c'est un arbre dans la rue. Mais si c'est l'arbre de votre jardin, vous ne voudrez pas couper l'arbre. Vous allez chercher la branche
qui va alimenter la partie malade et vous allez couper cette branche. Et ça, on appelle ça la chirurgie de conservation. Le problème, c'est que si vous coupez trop de branches, il n'y restera plus assez d'arbres pour faire de l'ombre. Et dans le cas d'un organe, il ne restera plus assez d'organes pour remplir ses fonctions vitales. Si vous retirez trop d'organes parce que vous avez coupé trop de branches, eh bien, vous aurez une insuffisance. Insuffisance hépatique pour le foie, insuffisance respiratoire pour les poumons, insuffisance rénale pour les reins, etc., etc. Donc, le challenge, l'objectif pour un chirurgien, c'est de réussir à couper une partie de l'arbre vasculaire qui alimente une partie de l'organe qui est malade pour conserver suffisamment d'organes pour que vous puissiez survivre à une opération. C'est ça le principe. Petit problème, dans la vraie vie, le patient n'est pas transparent, évidemment. Il va falloir savoir comment faire les vaisseaux. Il y a d'autres méthodes. On n'a pas que la chirurgie. Il y a des méthodes de radiologie interventionnelle, vous voyez, qui consistent à planter des aiguilles. Vous voyez ici. C'est Pierre qui fait ça, radiologie interventionnelle. Et cette aiguille, une fois plantée à travers la peau, va permettre de brûler la tumeur de l'intérieur. Alors, je m'arrête 2 secondes. S'il vous plaît, coupez vos micros parce que ça crée des perturbations sonores et donc, évidemment, ça me perturbe dans le son. Merci. Donc, ces thermoablations permettent de détruire la tumeur de l'intérieur sans ouvrir le patient par le biais d'une aiguille. On ne peut pas le faire tout le temps parce que les vaisseaux vont faire le même principe thermique qu'un circuit de refroidissement. Vous voyez que là, la physique est importante dans l'apprentissage parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas corriger ce problème. Et malheureusement, donc, on ne pourra pas opérer par ce type d'action très peu invasive des tumeurs qui seront trop proches de gros vaisseaux. Il y a d'autres méthodes qui consistent à passer par les vaisseaux. Et là, on va injecter un produit, par exemple un produit de chimiothérapie, voire on va boucher le vaisseau pour désalimenter ou pour traiter la tumeur localement. Là encore, il faut savoir par quel vaisseau passer dans un arbre vasculaire qui, vous avez compris, est très large. Et puis enfin, il y a une autre technique que vous connaissez qui est la radiothérapie. Et là, le principe, c'est d'envoyer des rayons X par plusieurs axes et l'accumulation de rayons X sur la tumeur va brûler la tumeur. Bref, vous voyez qu'il y a plein de méthodes. Il y a évidemment la chimiothérapie de base aussi, qui consiste à injecter en intraveineuse, et là, ça va aller dans tout le corps. Mais toutes ces méthodes reposent sur une obligation, savoir où est la tumeur et savoir où sont les vaisseaux autour, où est l'arbre vasculaire pour savoir quelle est la meilleure thérapie à proposer. Et dans la vraie vie, comme je vous le disais tout à l'heure, le patient n'est pas transparent. Dans la vraie vie, le chirurgien n'est pas Superman et il ne peut pas voir le patient en transparence. Alors, comment s'en sortir ? Eh bien, en utilisant l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est un progrès du siècle dernier qui repose totalement sur la physique, sur les mathématiques et sur l'informatique. Sur les 3 éléments en même temps, puisque les principes de base, c'est de la physique, le calcul qui est fait pour reconstruire une image, c'est des mathématiques, et la méthode qui permet de le faire, c'est de l'informatique. Donc, vous voyez, en fait, on a vraiment ces 3 domaines principaux derrière ces images. Il y a quand même un problème, c'est que ces images, comme vous le voyez, c'est une série de coupes. Alors, pour vous l'expliquer très simplement, le problème, c'est que d'abord, on a des images en niveau gris. Et nos yeux ne sont pas faits pour voir les niveaux gris. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, vous avez un échiquier. On voit ici la lettre B de l'échiquier. On a l'impression que la case est plus claire que la case A. En réalité, si je sors ces 2 cases de l'échiquier, on va se rendre compte que la case B est plus sombre. Alors peut-être que vous ne voyez pas cette différence de niveau de gris parce qu'on a du mal à le percevoir. En fait, l'ordinateur, lui, il n'a pas de problème. Il a la donnée numérique. Donc, il voit précisément 120 est inférieur à 124, donc c'est plus sombre. OK, c'est facile pour l'ordinateur, pas pour nos yeux. Quand je relis d'ailleurs les cases entre elles, vous avez l'impression qu'il y a un dégradé qui n'existe pas. On appelle ça une illusion d'optique. Pourquoi on a ce problème ? Tout simplement parce que pour voir les niveaux de gris, on va utiliser ce qu'on appelle des photorécepteurs au niveau de nos yeux, qu'on appelle des bâtonnets. Or, au centre de notre centre de perception, on a surtout des cônes qui voient les couleurs. Et donc, nos yeux sont faits pour voir les couleurs et pas les niveaux de gris. Résultat des courses, on va perdre l'information utile. Et quand j'enlève, vous voyez ici l'échiquier, eh bien, je ne vois plus aucune différence alors qu'il y en a. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas capable de percevoir plus de 30 niveaux de gris dans une image qui, pourtant, au niveau médical, on va en contenir plus de 2000. Forcément, on a une perte d'information forte. Le deuxième problème, c'est qu'une image médicale, c'est une vue en coupe d'un patient en 3D. Prenez l'exemple d'une maison ou ici d'un bâtiment. Prenons cet exemple et regardons le plan de ce bâtiment. Eh bien, le plan d'un bâtiment, c'est comme une image scanner. C'est une vue en coupe et en niveau de gris.
évidemment, ce qui ne nous permet pas de bien percevoir en 3 dimensions l'intérieur du bâtiment. L'intérieur du bâtiment, le voilà pour le même étage. Et bien sûr, comment vous voulez imaginer en regardant ce plan un intérieur comme ça en 3D? Là encore, on n'a pas été produit, créé, développé dans notre corps pour percevoir des coupes, mais notre corps, il s'est développé, il a évolué pour voir en 3D et en couleur. Donc ça, on arrive bien à le comprendre, ça, on n'arrive pas, et c'est assez compliqué. En pratique, ça va entraîner pas mal de problèmes. Si on regarde les conséquences, en 2012 en France, il y a eu 92 000 erreurs évitables graves en chirurgie. Et sur ces 92 000 erreurs évitables graves en chirurgie, on a 20% des opérations, 20% des erreurs qui étaient dues à ce que je viens de vous montrer. Ça représente un Airbus A320 par semaine qui se crache. Évidemment, on n'imagine pas ça acceptable en routine, et pourtant, c'est la réalité. Comment dépasser ces limites? Eh bien, en faisant des Iron Surgeons. Je ne peux pas faire des Superman, mais je peux peut-être faire des Iron Surgeons. Ça veut dire quoi un Iron Surgeon? Ça veut dire qu'on va rajouter au chirurgien une capacité qu'il n'avait pas en lui permettant d'être plus performant. Si on regarde le film Iron Man, vous avez vu qu'il y a des héros, et ces héros, parfois, ils se posent des questions. Par exemple, où est le réacteur? Et on pourrait lui répondre, au 1 boulevard Stark, au -11 à droite en sortant de l'ascenseur. Si je réponds ça, j'ai un problème. C'est que, évidemment, ce n'est pas très visuel dans un film et personne ne sait vraiment où est le boulevard Stark et encore moins le -11 à droite en sortant de l'ascenseur. De la même façon, si le super-héros se pose la question quelle est l'erreur dans ma machine et que la machine lui répond erreur 502, c'est peut-être un super système d'intelligence artificielle qui lui a répondu erreur 502, mais vous ne savez pas où c'est. Comment ils ont évité le problème dans le film? Ils ont fait une interface homme-machine. Dans l'informatique, on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle. Si vous faites des écoles en ingénierie, vous apprendrez certainement ce qu'est une interface de l'intelligence artificielle et vous développerez peut-être de l'intelligence artificielle. Mais il faut comprendre qu'une intelligence artificielle sans une bonne interface homme-machine ne sert à rien. Elle va vous dire erreur 502 et vous ne comprendrez pas ce qu'elle vous dit. Et donc, il va être essentiel dans l'avenir, dans tous les domaines, quel que soit le domaine, que ce soit le médical ou dans d'autres, de développer à la fois l'intelligence artificielle, mais également des interfaces entre la machine et l'homme qui vont permettre à l'homme de comprendre. Et vous remarquerez que dans le film, ce qui est mis en avant, c'est à nouveau une image en 3D et en couleur. Facile à comprendre parce que l'être humain, il voit en 3D et en couleur. Et vous voyez bien l'importance ici de cette perception, d'utiliser nos capteurs, nos récepteurs, à la fois visuels, 3D couleur et pourquoi pas tactile. D'où l'importance, par exemple, d'utiliser des smartphones parce que là, on a la préhension tactile. On va avoir une interface homme-machine où on va utiliser notre capacité mécanique, moteur de l'humain. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer la base de ce qu'était le problème. On a une image médicale pas facile à comprendre. On peut espérer de l'aide de l'informatique, mais à condition d'avoir des systèmes qui nous aident. Alors, si maintenant, on se replonge dans le monde médical. Voilà une image médicale standard telle qu'elle était analysée dans le passé. Bien sûr, ce n'est pas forcément facile à comprendre, donc je vais simplifier mon discours. Ça, en gros, le chirurgien ou le radiologue se pose la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette image en 3D? Donc j'ai pris un Lego, c'est parlant, on va partir là-dessus et on va partir sur des représentations de tout ça. Si je pars de la carte, je fais un plan, je représente ça en 3D, revenons sur nos Lego. On a d'abord une première étape de cartographie, une deuxième image de modélisation. Bon, on va commencer par la cartographie avec l'image médicale. Ça, c'est une image médicale ultra simplifiée. Dans cette image, il y a une structure anatomique en 3D, simplifiée, mais elle est présente. Vous ne la voyez pas parce qu'on n'a pas assez de perception au niveau de gris. Si je fais travailler un ordinateur, il va me détecter ça dans l'image. Et ça, je suis capable potentiellement de le comprendre. Cette première étape, c'est ce qu'on appelle la cartographie. Cette cartographie me permet d'extraire dans une image les informations utiles, comme dans une cartographie satellite, où vous allez détecter les rues et donner des noms. Ce n'est pas en 3D, c'est une série d'images 2D, mais c'est déjà pas mal. Si je reprends ça dans l'image médicale, on va reprendre l'exemple du Lego. Je fais un scanner, par exemple, de mon Lego Jacques Barrault, et j'ai une série de coupes. Les séries de coupes que vous voyez ici représentent l'intérieur du patient en coupe. Est-ce que pour autant, vous êtes capable de reconnaître ce qui est représenté ici sur chaque coupe? Eh bien non, c'est comme les plans de la maison. J'ai beau avoir ces images qui ont été traitées, j'ai beau avoir la cartographie, je n'arrive pas à comprendre.
Donc, avoir la cartographie, c'est bien, mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Il me manque une bonne interface homme-machine en couleur et en 3D. Comment éviter le problème? Eh bien, en transformant cette série de coupes en une image 3D, en superposant finalement les coupes et en mettant en transparence, comme vous le voyez, les structures qui ne sont pas d'intérêt. On obtient à la fin une vision en 3D de mon patient. Alors, vous avez vu, j'ai pris une structure super simple, je vous ai montré cette image. Imaginons maintenant que je change un tout petit peu cette configuration. Est-ce que ça devient facile de savoir ce qu'il y a dans l'image? En fait, pas vraiment plus. Vous voyez que je n'ai pas changé grand-chose. Et pourtant, vous allez voir qu'avec ce petit changement, ça change complètement la forme qui est dans l'image. On obtient ceci, et qu'au début, ça ressemble beaucoup, mais à la fin, ce n'est pas du tout la même chose qui est présente. Alors, si je vous ai montré ces deux exemples, c'est pour vous illustrer à quel point ça peut être difficile en routine pour un radiologue ou pour un chirurgien de comprendre ce qu'est cette structure violette, qui est ultra simplifiée ici dans l'exemple. Dans la vraie vie, c'est encore plus compliqué. Et cette structure violette, par contre, si je la reconstruis en 3D, comme je viens de vous montrer, eh bien, on voit ici en fait un cœur en 3D, dans du style Lego Art, bien sûr. Ce n'est pas suffisant pour nous satisfaire, mais c'est déjà pas mal. Alors, je dis, ce n'est pas suffisant pour nous satisfaire. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, les patients ne ressemblent pas à des Lego. Dans la vraie vie, les patients, ils sont lisses. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un maillage, un grillage numérique tout au bout de la structure. Ça, c'est vraiment des maths, c'est de la géométrie qui est derrière. Et ce maillage va nous permettre d'avoir une représentation spatiale. Comment tu l'as connu? Excusez-moi, s'il vous plaît, coupez vos micros parce que je vous entends parler, c'est un peu perturbant. Merci. Ce grillage numérique, qui est une série de triangles, a un avantage. Un triangle définit un plan. Et perpendiculaire à ce plan, je vais avoir une seule perpendiculaire à un plan. On appelle ça une normale. Et si je fais le calcul de la normale pour chacun de ces triangles, je vais avoir des normales dans des dispositions différentes. À partir de là, on a pu améliorer les cartes graphiques pour faire des rendus qui étaient très jolis, comme vous le voyez ici, et qui nous permettent d'avoir des rendus lisses à partir d'un maillage extrêmement léger. Le maillage que je viens de vous montrer, c'est typiquement ce qu'on fait pour un patient. Et le rendu, lui, il est fait par des cartes graphiques standards. Pour calculer et extraire de l'image les informations, on utilise aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, mais pas uniquement. On utilise aussi des méthodes plus standards de traitement d'image et ça permet d'obtenir, vous voyez, automatiquement des réseaux vasculaires, bronchiques. Et ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Les algorithmes ne sont jamais figés. On améliore en permanence nos systèmes grâce à l'amélioration d'ailleurs des technologies et des sciences. En permanence, on peut faire progresser nos technologies. Ces technologies, pour les développer et les rendre accessibles, eh bien, on a créé un service en ligne. Ce service en ligne part d'une image médicale qui est envoyée à un serveur sécurisé et stocké chez DocaPost, un hébergeur de données français, et ensuite, ça nous est envoyé. Les images sont désidentifiées quand elles arrivent ici. Alors, là, je vais m'arrêter et on va parler à nouveau des métiers. Vous voyez, j'ai fait apparaître cybersécurité, tout simplement parce que pour envoyer ces données et les stocker, on vient de passer sur Internet et on doit stocker des données extrêmement importantes qui sont des données de sécurisation pour le patient essentielles. On ne va pas partager cette information avec tout le monde. Derrière ça, on va trouver donc des métiers de l'ingénierie, de l'infrastructure, des systèmes et des réseaux. Et si je regarde les positions, les postes que l'on a dans ce domaine, eh bien, vous allez trouver des formations post-bac qui sont des BTS informatiques ou des DUT réseau et télécom, pour la majorité. Vous pouvez aussi potentiellement avoir des écoles d'ingénieurs directement sur ce domaine. Mais aujourd'hui, dans ma société, c'est les formations post-bac des personnes qui travaillent dans ce domaine. Ils ont ensuite fait une formation complémentaire de master ou d'ingénierie, donc dans des écoles d'ingénieurs, en informatique ou en informatique réseau. Donc, voilà un exemple, vous voyez, de travail possible. C'est essentiel et il faut savoir qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un des métiers les plus recherchés et c'est un des postes d'ailleurs les mieux payés en France et dans le monde parce que c'est extrêmement difficile de trouver des personnes bien formées dans ce domaine alors que la responsabilité est extrêmement élevée. Voilà un exemple de métier possible sur ce domaine et qui pour nous est essentiel. Autre point important, on va récupérer l'image et elle va être traitée. Ce traitement d'image, pour le faire, d'abord, il faut qu'on réceptionne l'image. Qui réceptionne la commande? Qui réceptionne la demande? Eh bien, aujourd'hui, c'est notre équipe support et vente. Et cette équipe support et vente,
elle va être en contact direct avec le chirurgien. Si on regarde les formations de ces équipes, c'est principalement, comme vous voyez, des BTS, des DUT, des licences, et dans des domaines très variés. Vous voyez, gestion, biologie, chimie, pharmacie, mesures physiques, on a un peu de tout simplement parce que derrière, ce que l'on veut, c'est surtout des personnes qui sont en capacité à communiquer une information, à transmettre une information et à apprendre nos outils. Et c'est pour ça que parfois, certains font des formations complémentaires. Vous voyez qu'il y a un master en management pour un et télécom physique pour l'autre. Télécom physique, c'est le responsable du département. Il a fait d'abord un DUT mesures physiques et ensuite il a fait télécom physique en formation en alternance avec une spécialisation TIC santé. Mais ce que je vous montrer là à nouveau, c'est des métiers essentiels. Vous êtes en contact direct avec le chirurgien qui va commander et qui va vous demander des modélisations. C'est vous qui allez être responsable de la demande et qui allez ensuite passer l'information à l'équipe qui va reconstruire le modèle. Cette équipe qui va reconstruire le modèle, c'est une équipe de manipulateurs en radiologie. Ils vont utiliser le logiciel que l'on a développé et ils vont contrôler le résultat pour améliorer au maximum la reconstruction. Cette équipe, vous avez des images ici au sein de l'équipe, donc ça c'est un membre de l'équipe USS et ça c'est des membres de l'équipe Manip Radio. Ils travaillent l'un comme l'autre tous les jours sur ordinateur pour pouvoir d'une part passer la commande, la transmettre à l'équipe et ensuite, vous voyez, reconstruire en 3D. Ce que vous ne voyez pas forcément, c'est qu'il y a derrière des programmes qui sont utilisés, lancés, et là, c'est la phase de contrôle du résultat que vous voyez en fait à l'image, qui permet aux manipulateurs en radiologie de vérifier que l'anatomie reconstruite est correcte et correspond bien à ce qui était présent dans l'image. Les équipes sont composées de 6 personnes. On a aujourd'hui 3 équipes de 6 personnes pour la modélisation 3D des images et une équipe USS dédiée aussi pour la partie prise de commande. Évidemment, ça augmente au fur et à mesure. Mais ce que je vous montre là, c'est vraiment un métier à part, celui de manipulateur en radiologie. Dans les hôpitaux, le métier est un peu différent, puisque dans les hôpitaux, vous allez retrouver ces manipulateurs en radiologie pour faire les images. Ce sont les personnes qui vont accueillir les patients dans les services de radiologie, qui vont poser une perfusion pour injecter des produits de contraste, qui vont vous placer dans l'appareil, qui vont ensuite lancer la machine, faire l'acquisition, c'est-à-dire l'image. Dans les centres de radiothérapie, c'est eux aussi qui vont placer le patient et calculer avec l'équipe de physiciens dédiés. Donc, il y a des physiciens aussi qui travaillent dans les services de radiologie sur le tir, donc pour la partie radiothérapie. Bref, c'est un métier extrêmement complet. Et à Strasbourg, on a la chance d'avoir le lycée Jean Rostand qui propose ce DTS en imagerie médicale et en radiologie. Je ne sais plus à quoi sert le T, télémanipulation. Et donc, ce métier à part entière est extrêmement recherché aujourd'hui. Il n'y a pas assez de manipulateurs en radiologie. Et c'est un métier où les salaires ont beaucoup progressé. Donc, c'est assez intéressant également sur ce plan-là. Il ne faut jamais oublier que ça peut aussi vous intéresser, cet aspect, même si, comme je vous le dirai à la fin, pour moi, ce n'est pas forcément le plus important. Je sais aussi que ça peut compter. Donc, ce qui est important de retenir, cette formation Bac+3, qui est faite en grande partie en stage, puisqu'à peu près la moitié de la formation est en stage au sein des équipes hospitalières, eh bien, aboutit soit à cette pratique-là, soit à ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire les travaux que l'on fait chez nous, où là, on ne voit plus les patients physiquement, mais on travaille que sur ordinateur pour faire du post-traitement. Donc voilà, je ferme ce volet Manip Radio, qui est encore un autre type de formation. Alors, quand la modélisation est finie, on renvoie le résultat au praticien qui va pouvoir visualiser le résultat. Pour visualiser le résultat, il peut utiliser donc ces images 3D qu'on lui a fournies. C'est ça le résultat de notre analyse, c'est la cartographie 3D du patient. Et pour ça, il va utiliser un logiciel que l'on a développé nous-mêmes. Alors, ces logiciels que je vais vous montrer plus tard, ils sont développés par une équipe d'ingénieurs recherche et développement. Alors, c'est les mêmes qui font les logiciels de traitement d'images. Et là, on est sur plutôt des écoles d'ingénieurs, vous l'avez compris, ou sur l'université. Vous voyez que les formations post-bac, c'est soit des écoles de préparation, donc les prépas classiques, grande école ou maths, physique, sciences, info, des DUT informatiques, des licences informatiques, donc là c'est l'université, ou des écoles d'ingénieurs qui prennent dès la sortie du bac pour certaines, donc c'est le cas de l'INSA, c'est le cas de l'Epitech. On a par exemple dans notre équipe 2 personnes qui viennent de l'INSA, 2 personnes qui viennent de l'Epitech. Le ENIB, c'est une école nationale d'informatique de Brest.
Donc, vous voyez, des écoles, des grandes écoles qui prennent directement à la sortie du bac, ça existe aussi, et qui font jusqu'à bac+5, puisque vous sortez au niveau bac+5 avec un diplôme d'ingénieur. On a des licences informatiques qui vont continuer avec un master d'informatique et parfois avec un doctorat d'informatique. Donc là, on est au niveau bac+8, bac+9. Et on a évidemment les écoles d'ingénieurs standards avec une prépa préalable. Et ensuite, par exemple, Télécom Physique, Polytechnique, l'ENSI, etc. Enfin, les ENSI, l'EPITA, qui prend d'ailleurs l'EPITA dès la sortie du bac, je rappelle, pour la partie ingénierie, pour avoir 2 ans de formation et ensuite poursuivre sur les études jusqu'à bac+5. Donc voilà, ça c'est vraiment les métiers classiques, on dirait, d'ingénierie informatique, je précise. Et on a là des formations diverses, même si ça n'apparaît pas sur le papier. Vous avez des personnes qui vont être plus spécialisées dans le traitement des données d'imagerie, d'autres qui vont être sur la data, d'autres sur l'interface homme-machine, des spécialistes plutôt des smartphones, par exemple, pour développer des applis. On a beaucoup de personnes qui sont dans ces formations qui sont passées par le monde du jeu vidéo, parce que le monde du jeu vidéo, pour nous, ça veut dire maîtriser les cartes graphiques. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de rendus 3D, mais il y a aussi du traitement d'image sur ces cartes graphiques aujourd'hui qui est utilisé. Bref, une panoplie très large et des horizons très larges et des expériences, d'ailleurs, après les formations très larges aussi. Alors, au niveau de l'informatique, on a ça, mais nous, on a une particularité, c'est que nos logiciels sont des logiciels dits dispositifs médicaux. Ce sont des logiciels médicaux. Et pour pouvoir utiliser un logiciel en médical, en médecine, il faut qu'il soit certifié, agréé, dispositif médical. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu. Pour le faire, il faut des spécialistes, qui sont en général des ingénieurs, en affaires réglementaires ou en assurance qualité. C'est une formation particulière. En général, le post-bac n'est pas forcément orienté sur la partie réglementaire. On a donc des prépas à nouveau pour les grandes écoles, des DUT informatiques, des licences informatiques chez nous, mais ça peut être en biologie, parce que souvent les affaires réglementaires sont en biologie. Et ensuite, on a des formations qui vont un peu plus spécialiser, soit des écoles spécialisées en affaires réglementaires, soit des écoles d'ingénieurs généralistes. Donc l'IMFIS est plutôt spécialisée en affaires réglementaires, mais Centrale, bien sûr, c'est une école plutôt généraliste. Et très souvent, il y a une spécialisation a posteriori sur les affaires réglementaires. Alors ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de société du domaine médical qui développe un dispositif qui n'a pas en son sein plusieurs personnes en affaires réglementaires. Au sein de Visible Patient aujourd'hui, il y a 3 personnes plein temps, plus 2 autres personnes en temps partiel. Le reste du temps, ils sont ingénieurs en informatique. Donc, vous voyez que c'est un gros investissement sur une société de 50 personnes et c'est extrêmement important parce que sans ça, vous ne pouvez pas utiliser le système pour le dispositif médical. Le travail derrière, c'est à la fois comprendre comment sont développés les logiciels et comment ils sont utilisés. Et ensuite, mettre en place des règles de suivi et de développement qui vont permettre de garantir l'efficacité des logiciels. Donc, c'est un travail assez complexe, d'autant plus que c'est un travail qui est vérifié chaque année par des instances internationales. Nous, on est contrôlé tous les ans. Ça dure 10 jours, l'audit de notre société. Et les personnes viennent, font un contrôle et il faut montrer tout ce que l'on a mis en place pour garantir l'efficacité du dispositif et garantir que l'on fait un suivi en cas de problème, qu'on est capable de réparer des problèmes, etc., etc. Notre dispositif et notre service est aujourd'hui pris en charge par des assurances et des mutuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été négocié auprès d'assureurs et de mutuelles la prise en charge de notre analyse d'image médicale qui est couverte à 100% par les assurances et mutuelles que vous voyez en bas. Pour cela, on a fait appel à des assistances externes, des prestataires qui nous ont mis en relation avec les assureurs. Et le métier de l'assureur est un métier essentiel dans le monde médical. Si on n'a pas de prise en charge, il est très difficile de développer un système qui n'a pas de couverture ou de prise en charge. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Au sein de notre entreprise, on travaille notamment avec un médecin, Isabelle Fessel, le docteur Isabelle Fessel, et une spécialiste, on appelle un médecin conseil en assurance. Elle est aussi une spécialiste au niveau des tribunaux en tant que médecin légiste. Et elle travaille pour nous au niveau de la prise en charge assurance. C'est elle qui gère toutes les demandes de prise en charge. Alors, elle fait ça avec une équipe qui l'aide sur le montage des dossiers pour faire les demandes auprès des assureurs. Mais ça encore, c'est un métier à part entière. On n'imagine pas toujours
que les médecins font aussi ce genre de travail, mais pourtant c'est essentiel. Les médecins ne sont pas toujours en train de faire de la chirurgie ou de faire des images médicales. Ils font aussi ça, c'est-à-dire qu'ils font des analyses de dossiers pour demander des prises en charge et obtenir ces prises en charge auprès des assureurs. Et puis, ils font aussi des analyses de dossiers pour, comme on l'a dit tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de la médecine légale, et bien en fait pour faire de la médecine légale. Donc le métier de médecin évidemment est très large. Évidemment, vous vous doutez bien qu'une société comme la nôtre, on travaille très intensément avec les médecins, et donc c'est essentiel d'être au vu de ça aussi. Et le métier de l'assureur fait partie des métiers avec lesquels on travaille très intensément. Autre point important, aujourd'hui, notre dispositif est distribué par une société qui s'appelle Johnson & Johnson. Vous connaissez le nom, je pense. Ethicon, c'est peut-être moins connu, c'est la branche outils chirurgicaux de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est le numéro 1 mondial dans le domaine médical. Ils nous ont choisis après 18 mois d'analyse et on a gagné, entre guillemets, cette exclusivité face à Google et face à Microsoft qui avaient des solutions concurrentes. Mais on a été retenu parce qu'on avait une meilleure offre. Ça a été possible grâce à tout ce que je vous ai montré avant, grâce au logiciel extraordinaire qu'on a pu développer. Mais ce qui est important derrière ça, c'est que pourquoi est-ce qu'on travaille avec eux? C'est pour vendre notre solution auprès des hôpitaux. Et ça, ce métier de vente, c'est essentiel. Vous me notez au passage qu'aujourd'hui, on est distribué dans 14 pays. Avant la fin de l'année, on sera distribué dans 30 pays. Évidemment, si je parle de 30 pays, ça veut dire 30 langues. Ça veut dire que nos logiciels sont traduits dans plein de langues. Et là, les métiers qui sont derrière, on en avait parlé tout à l'heure au niveau administratif, c'est le LEA, donc c'est licence et ensuite master en LEA. C'est des métiers avec des écoles spécialisées en traduction. Et puis, au niveau des ventes, eh bien, c'est à nouveau des métiers, BTS notamment. Je ne sais pas si j'ai mis une slide derrière dessus, je ne la vois pas. BTS, en fait, en commercial, qui permet aussi ensuite d'autres formations. Il y a des formations plus ou moins avancées. Vous pouvez aller jusqu'à des MBA pour ensuite proposer nos solutions sur le terrain et être vendeur, entre guillemets, de nos solutions commerciales. Alors, c'est en général des technico-commerciaux. Ce sont des personnes qui vont apprendre l'outil, comment il marche, et ensuite vont le présenter aux chirurgiens. Ça va très loin, hein. Quand vous êtes technico-commercial dans des boîtes comme ça, vous allez au bloc, vous présentez l'outil, vous participez à l'opération très souvent. Donc, c'est un métier extrêmement riche où vous voyagez beaucoup, où vous allez à découvrir plein de choses différentes, plein de personnes différentes. C'est des métiers très intéressants également. Je continue. Je vous ai montré donc l'outil. Maintenant, je vais vous montrer à quoi il sert, parce que tout ce que je vous ai montré, c'est bien, mais je pense qu'il est essentiel quand on fait un métier de lui donner aussi un sens. Et ce que je vais vous montrer, c'est le sens de tout ce que je vous ai montré avant, à quoi ça sert concrètement. Pour ça, je vais faire des démonstrations de 3 cas cliniques uniquement. Je n'ai pas le temps d'en faire plus. Et je vais commencer par un arbre qui est connu, qui est l'arbre bronchique. Ça, c'est les bronches en anatomie telle qu'on l'apprend en médecine. Il y a plein de branches partout. Et le problème, c'est que quand vous avez une tumeur dans une zone, par exemple ici dans le haut, on va retirer aujourd'hui toute la totalité de l'arbre ici, qu'on appelle le lobe supérieur. C'est toute cette zone ici, dans l'image, rouge, vert et bleu, dans la partie supérieure. Et ce lobe supérieur, on le retire parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où sont les petites branches qu'il y a derrière, parce que tous les patients sont très différents. Avec Visible Patient, on change la donne, parce qu'avec Visible Patient, on va pouvoir couper des petits morceaux, parce qu'on va pouvoir voir toutes les branches. Et là où avant, on n'avait pas tellement de solutions thérapeutiques, aujourd'hui, on en trouve. Alors, je vais vous donner un exemple très concret avec une patiente de 46 ans qui avait 2 enfants, qui était atteinte malheureusement d'un premier cancer du poumon en 2016. Et alors, ce n'est pas la photo contractuelle, je précise, ce n'est pas la personne, hein, c'est des photos d'illustration. Mais cette personne a un premier cancer. Elle va être opérée en lui retirant, donc vous voyez, de la partie supérieure, le lobe supérieur. Et ensuite, elle a un deuxième cancer qui, malheureusement, va pousser dans l'autre poumon en 2017. Et là encore, retrait du lobe supérieur. Vous voyez qu'après ça, il ne lui reste pas beaucoup de poumons. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à force de couper de l'arbre, eh bien, vous avez une insuffisance. Ici, le risque, c'est l'insuffisance respiratoire. Si donc cette patiente a un nouveau cancer, on ne pourra plus retirer de l'ob, sinon elle mourra d'insuffisance respiratoire. Malheureusement pour elle, en décembre 2018, une nouvelle tumeur est détectée dans le poumon droit. Voilà l'image de cette patiente avec ici, vous voyez cette tumeur qui n'est pas facile à voir, c'est la petite tache gris clair à l'intérieur des poumons.
que vous voyez peut-être mieux ici, mais qu'on voit beaucoup mieux avec la cartographie développée par Visible Patient, puisque c'est la tache verte dans l'image. Dans le passé, quand on montrait aux patients les images, on leur montrait ça et on leur disait, voilà, ça c'est la tumeur et malheureusement, elle est dans le lobe inférieur, il y a déjà 2 lobes de retirés, on ne peut rien faire. La chirurgien fait appel à notre service parce qu'elle espère pouvoir trouver une solution thérapeutique qui ne soit pas une lobectomie, c'est-à-dire le retrait de tout un morceau, puisque la lobectomie n'est pas possible. Reconstruction 3D, voilà ce que ça donne. Là, vous voyez à l'intérieur des poumons les différents réseaux artériels, veineux, bronchiques. Les bronches, c'est ce qui apparaît en jaune. Et vous voyez la tumeur en vert. Et en jaune, c'est une marge de sécurité qui permettra d'éviter un risque de repousse tumorale. Ça n'est pas présent dans l'image. C'est calculé automatiquement par l'informatique. Et les vaisseaux, évidemment, sont reconstruits à partir de l'image médicale de la cartographie que je vous ai montrée avant. Qu'est-ce que ça a changé pour cette patiente? Eh bien, sans la modélisation 3D, il n'y avait aucune thérapie proposable, pas de solution thérapeutique. Avec la reconstruction 3D, on va se rendre compte ici, grâce au logiciel qui permet notamment de simuler l'opération, que je vais pouvoir couper ici ce morceau de branche. Et si je fais ça, c'est tout le morceau en violet ici qui doit être découpé. Ce qui est très important dans ce cas présent, c'est de voir les artères et les veines. Au niveau artériel, on va se rendre compte ici qu'on a une artère, vous voyez en bleu là, qui est le long de cette bronche. Et cette artère alimente, c'est comme le circuit électrique, elle alimente la partie qui est malade. Il faudra donc couper cette artère et en faisant ça, je vais désalimenter cette partie en violette. Maintenant, il y a aussi une veine qui est le drainage. Et là, la veine, elle est différente. Vous voyez que la veine, on a une veine qui vient d'à côté de cette branche et cette branche, elle draine aussi la branche qui est à côté ici, c'est-à-dire tout ce territoire en orange. Si je coupe trop haut, je vais tuer tout ce territoire-là et j'aurai une insuffisance respiratoire. Mais grâce à la cartographie 3D, je peux voir ça très précisément et l'opération a été possible. Sans cette cartographie, cette opération n'était tout simplement pas possible et même pas envisageable. Résultat des courses, grâce à la reconstruction, l'opération a été réalisée. Donc ça, c'était ce qui était fait. Et le message de la chirurgienne qui a opéré, c'est que sans l'intervention, elle ne pouvait pas proposer. Et grâce à ça, elle a pu proposer. Elle nous a remercié, bien sûr, comme le font beaucoup de chirurgiens qui utilisent notre solution, puisqu'au quotidien, ça change vraiment la vie. Voilà un exemple. Juste pour l'histoire, cette patiente a été opérée le 18 décembre 2018. Le 25 décembre, elle fêtait Noël en famille et elle n'a jamais eu de repousse tumorale depuis. Elle est en parfaite santé. Voilà un premier exemple. Alors, juste, je vais vous montrer pourquoi, vous l'avez compris, pourquoi les assurances couvrent, mais je vais vous montrer le retour des équipes chirurgicales. Donc, ce n'est pas la même équipe, mais c'est une équipe qui l'utilise au quotidien. Je vais vous laisser juste entendre ce que disent les chirurgiens qui utilisent cette solution en routine. Comme vous avez la carte sur votre téléphone avec n'importe quel système de navigation, Visible Patient, ça devient le GPS du chirurgien. Le modèle 3D numérique. C'est de la chirurgie à la carte en fonction de l'anatomie des patients, des modélisations, etc. Quand on a vraiment le souhait de prendre en charge le patient le mieux possible, c'est impossible, une fois qu'on a compris qu'il y avait un outil qui nous aidait, de s'en passer. Moi, quand je vois les intérêts thérapeutiques que vous mettez en avant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce n'est pas encore plus largement accessible. C'est ce que beaucoup se posent comme question, et c'est pour ça que beaucoup d'assureurs ont décidé de prendre en charge. Deuxième exemple de cas clinique, je ne vais pas prendre dans le bon sens, voilà. Deuxième exemple de cas clinique, toujours en chirurgie thoracique, cette fois-ci c'est de la chirurgie pédiatrique. Donc je vais vous montrer cet enfant qui avait ici, vous voyez, cette grande tache sombre dans les poumons, c'est un nouveau-né, donc il n'a qu'un mois, et il a ce qu'on appelle un emphysème. Alors vous voyez que trouver la pathologie, là, ce n'est pas vraiment le problème, on la voit très facilement. Par contre, il y a un désaccord entre ce que pense le radiologue et ce que pense le chirurgien. Pour le radiologue, cet emphysème, il est dans le lobe inférieur, vous voyez, la partie basse du poumon, gauche. Et pour le chirurgien, il est plutôt dans le lobe supérieur. Donc la question, c'est est-ce que je dois retirer le lobe inférieur ou le lobe supérieur? Demande de reconstruction 3D, on voit ici en couleur la même chose que tout à l'heure. Donc vous voyez en vert cet emphysème, qui est une zone non fonctionnelle, qui n'est pas une tumeur, qui est juste une zone non fonctionnelle. Et maintenant, ici en 3 dimensions,
la reconstruction. Donc, à nouveau, c'est très facile à comprendre quand vous voulez expliquer aux patients avec ce genre d'image. On reconnaît tout de suite les côtes et on va retirer, ici, vous voyez les structures. Et ce qui va se passer, c'est que je vais juste retirer les artères et les veines pour mieux voir les bronches que vous voyez en jaune. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on se rend compte sur le plan anatomique, alors si on ne connaît pas l'anatomie du poumon, ce n'est pas forcément facile, mais vous avez ici la bronche du lobe supérieur et ici, vous avez la bronche du lobe inférieur. Et entre les deux, on voit apparaître une bronche supplémentaire qui normalement n'existe pas. Vous la voyez ici, vue de l'intérieur du corps, et ici, vue de l'extérieur. Et vous voyez que cette bronche surnuméraire, eh bien, quand je clique dessus pour arrêter son alimentation, eh bien, ça correspond exactement à l'emphysème. En fait, entre mes deux lobes normaux, j'ai un nouveau lobe qui a poussé, qui est totalement non fonctionnel et pour lequel on va pouvoir voir qu'il y a une artère qui lui est dédiée, on voit ici l'artère qui lui est dédiée, et une veine qui lui est dédiée. En coupant cette artère et cette veine, ce qui est très facile avec la vue en 3D puisqu'on sait exactement où placer nos clips, l'opération a été réalisée très rapidement et l'enfant a retrouvé 100% de sa fonction respiratoire suite à l'opération. Il n'a donc aucune conséquence post-opératoire de son acte. Il va vivre une vie normale. L'opération a eu lieu il y a 2 ans. Il va très bien, cet enfant. Il a grandi normalement. Il n'a plus aucun problème avec son poumon. Exemple sur le poumon, exemple sur le rein, qui n'est pas un organe facile. C'est un exemple que je montre assez souvent parce que c'est l'exemple le plus symbolique pour moi de la force de ce qu'apporte Visible Patient. Un enfant de 5 ans, une double tumeur, une tumeur dans chacun des reins. Vous voyez, rein droit ici et rein gauche. Je sais que vous ne savez pas forcément ce qu'est le rein. Ça sera plus facile en 3D. Ici, vous voyez le rein droit et ici le rein gauche. Et la tumeur, c'est ce qui est en vert. À partir de l'image médicale, l'équipe pense qu'il faut retirer la totalité du rein gauche parce qu'il est très envahi, comme vous voyez, mais qu'elle peut conserver la partie inférieure du rein droit parce que la partie inférieure est libre. Un deuxième avis médical est demandé à une deuxième équipe qui conclut exactement la même chose. Donc l'acte qui est proposé aux parents, c'est d'abord retirer la totalité du rein gauche et la moitié du rein droit dans une deuxième opération, attendre 6 mois de dialyse parce que l'enfant va être en insuffisance rénale, et au bout des 6 mois, proposer une transplantation rénale s'il n'y a pas eu de repousse tumorale et si le patient, malheureusement, est toujours en vie, enfin, heureusement pour lui, est toujours en vie. Ça, c'est ce qui est annoncé à la famille. Mais le chirurgien demande à Visible Patient une reconstruction en 3 dimensions. Voilà cette reconstruction. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, vous allez le voir, ça va tout changer. On va ici retirer les veines virtuellement pour pouvoir mieux voir, pardon, les veines, elles sont là, voilà, pour pouvoir mieux voir les artères ici en violet. Et on va mettre des agrafes sur l'artère qui est à l'arrière, qui alimente l'arrière de la tumeur, et l'artère à l'avant qui alimente l'avant de la tumeur. Vous voyez qu'en faisant ça, on couvre totalement la marge de sécurité et il me reste la partie inférieure qui représente 39 cm3. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais pour la taille et l'âge et le poids de cet enfant, le volume normal de son rein devrait faire 60 cm3. Il reste donc plus de la moitié d'un rein fonctionnel normal pour la taille et le poids de cet enfant. Quid du rein gauche? Eh bien, au niveau du rein gauche, on voit qu'il y a une variation anatomique. Il y a 2 artères au lieu d'une. On va sacrifier l'artère du haut parce qu'elle alimente, comme vous voyez, la quasi-totalité de la tumeur. Mais ici, on voit qu'il y a une marge de sécurité qui n'est pas contrôlée. On va devoir sacrifier aussi ce petit bout d'artère. Il reste donc au final ce tout petit bout de rein tout en bas qui représente que 17% du volume total. 17%, mais au niveau fonctionnel, 24 cm3. Et quand je fais la somme des deux, eh bien, j'obtiens plus de 60 cm3. Cela veut dire que si je conserve mes 2 reins, droit et gauche, de la façon dont je viens de vous montrer, en coupant que ce que je viens de vous montrer, eh bien, on va avoir suffisamment de reins restants. On vérifie aussi qu'il y a bien un drainage veineux, que tout est en place. L'opération est réalisée ainsi. Une seule opération, découpe du rein gauche en partie, opération du rein droit en partie, pas de dialyse, pas de chimiothérapie, pas de transplantation. L'enfant va très bien, il a été opéré en 2018. Aujourd'hui, cet enfant a plus de 8 ans, il est en parfaite santé, il n'a jamais eu de repousse tumorale, il vit une vie normale avec des reins qui en plus ont grossi. Il n'a donc absolument aucun souci. On est passé d'une survie maximale de 50 ans à une vie normale d'un patient qui vivra certainement plus de 75 ans. Voilà ce que change concrètement Visible Patient au quotidien. Et vous comprenez qu'avec autant de bénéfices,
les chirurgiens sont contents. Je vais vous laisser écouter ce que dit un chirurgien qui utilise en chirurgie pédiatrique, le professeur François Beckmer. Et une sécurité. Visible Patient a apporté une sécurité beaucoup plus grande dans certaines interventions, a transformé même certaines interventions. Et ça apporte aussi alors un élément de pédagogie extraordinaire pour les parents. On a eu l'occasion, par exemple, de traiter un enfant qui avait une tumeur rénale bilatérale. Alors, Visible Patient, ça a permis de transformer notre vision précise de l'anatomie du rein droit puis du rein gauche, et on a pu préparer nos chirurgies pour faire une chirurgie conservatrice à droite puis à gauche, complètement préécrite. Le scénario est écrit d'avance. Il n'y a pas un truc à changer pendant l'intervention. On sait ce qu'il va falloir faire. C'est un outil indispensable. C'est pas utile, c'est indispensable. On peut discuter d'une stratégie à partir d'une réalité et non pas de suppositions. Bien sûr qu'on connaît l'anatomie générale. Moi, je sais où est l'aorte, la veine cave, etc. Je sais qu'il y a une artère mésentérique supérieure, je sais qu'il y a une artère mésentérique. Tout le monde le sait, ça. Mais là, exactement, précisément, qu'est-ce que je dois faire? Quand mon travail va-t-il s'arrêter, etc. Je vous assure, c'est une sensation de confort moral, mental, confort mental. C'est très important. Et vous travaillez beaucoup mieux. Alors là, avec Visible Patient, on est dans la réalité scientifique, la précision. Et il n'y a pas un détail qui échappe. Je peux vous dire que remettre en cause une malformation en disant « mais c'est pas ce qu'on pensait, c'est autre chose, l'artère vient pas de là, mais elle vient de là, etc. » c'est quand même incroyable. Et ça, on n'aurait pas eu ce culot avec un simple scanner, par exemple. J'ai l'impression de faire de la publicité là, pour une lessive, mais c'est pas du tout ça. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est devenu absolument indispensable. À partir du moment où on a découvert des instruments qui étaient complètement utiles, qui sont avérés progressivement indispensables, on n'arrive pas à s'en passer. Enfin, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui se passeraient d'un bistouri électrique. On ne voit pas pourquoi on reviendrait en arrière. Non, c'est facile de convaincre les collègues médecins, pédiatres, les parents de l'intérêt de Visible Patient, tout simplement en leur montrant. Alors là, ils sont subjugués. Et c'est en fait ce qui s'est passé également avec les assurances qui ont décidé du coup de faire ce choix de prise en charge parce qu'en effet, vous avez compris que ça change radicalement la vie de certains patients et ça améliore très clairement l'acte opératoire. Les améliorations, vous les avez vues, meilleure communication avec le patient, meilleure communication avec l'équipe, utilisation avant l'opération, mais aussi pendant l'opération. On peut utiliser Visible Patient sur sa tablette ou sur son smartphone, ce qui veut dire que derrière, nos ingénieurs ont développé des applications sur tablette et smartphone, c'est un développement spécifique. Ensuite, ils ont été certifiés, ces applications sur tablette et smartphone. Notre équipe support fait les exports spécifiques pour tablette et smartphone, et vous voyez, derrière, c'est toute une équipe qui travaille pour fournir ce service en pratique. On peut aussi le plugger, le brancher sur le robot chirurgical. Et là, vous voyez l'avenir de ce qu'est la chirurgie aujourd'hui. Mais ce qui est pour beaucoup l'avenir, c'est un chirurgien qui opère comme on conduit une voiture, avec un écran tactile, la cartographie de la route en bas et la route au-dessus, qui est l'intérieur du patient. Ça, c'est vraiment la suite. Et l'avenir de cette chirurgie, c'est de voir le patient en transparence, grâce notamment au casque de réalité augmentée. On s'approche de l'Iron Surgeon dont je vous ai parlé avant. Ça, c'est ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui avec le casque HoloLens. On peut voir en transparence. Vous voyez, là, je prends le patient avec mes mains, j'utilise le casque ici, je vois en transparence et je peux attraper. Ce n'est pas un casque de réalité virtuelle, je précise bien, c'est un casque de réalité augmentée. C'est-à-dire que quand je le mets, je vois la salle, c'est des lunettes transparentes et je peux attraper l'objet comme s'il existait vraiment alors qu'il est virtuel. Ça, c'est assez fabuleux ce qu'on arrive à faire là-dessus. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, à voir le patient en transparence. C'est-à-dire que ce modèle virtuel, on le plonge à l'intérieur du patient. Là, c'est un mannequin, pour faciliter aussi la vue des images. Vous voyez que plongé dans le patient, eh bien, on va voir ici le foie avec à l'intérieur les vaisseaux. On voit à travers. Je vous avais dit tout à l'heure que le chirurgien ne pouvait pas voir à travers parce qu'il n'était pas Superman. Ben, vous voyez qu'on a réussi à faire des Iron Surgeons. On a réussi à faire un outil informatique et over the patient. And this is called... qui permet d'utiliser le système. Alors là, par exemple, c'est un enfant de 13 ans qui a déjà eu 6 opérations parce que la première opération qu'il a eue, c'était un sarcome, une tumeur très agressive dans le rein, et que malheureusement, le chirurgien a perforé le sarcome, ce qui fait qu'il s'est diffusé dans l'abdomen. Il en est à sa 6e intervention. C'est la première fois d'ailleurs que l'équipe faisait appel à nos services. Ils ne nous connaissaient pas avant. Et à quoi ça a servi? Eh bien, exactement ce que vous voyez. Avant de commencer l'opération, le chirurgien voyait en transparence où était le foie, ce qui lui a permis de mettre les instruments chirurgicaux
loin de la tumeur pour éviter justement de la perforer au moment de l'introduction des outils dans l'abdomen. Ça, c'est un exemple de ce que va permettre cette chirurgie de demain. Voilà, je vous ai montré beaucoup de choses, beaucoup de ce que peut être demain cet avenir. Nous, on a toujours considéré ici que tout problème qui se dresse devant nous est une opportunité pour le résoudre et de rendre ainsi le monde meilleur. C'est ce que je vous ai montré. Je pense que avoir un métier, c'est d'abord chercher un métier qui a du sens pour soi-même, un métier qui peut apporter quelque chose et qui va m'apporter quelque chose, un métier qui va me passionner. Vous avez bien compris que j'étais un passionné de mon métier. Alors, je vais vous parler de ce que moi j'ai fait comme parcours, parce qu'au final, je vais finir avec ça. Qu'est-ce que j'ai comme parcours? Eh bien, moi, j'ai fait un bac sciences, mais j'étais vraiment pas bon. Je l'ai eu au rattrapage. J'ai eu 9 en physique, 10 en maths, 10 en histoire géo, 12 en bio, 5 en philo, vous voyez, vraiment pas bonne note. Mais j'ai eu mon bac au rattrapage grâce à un 15 en latin qui était une option. J'ai eu une bonne note aussi en sport. Et puis, j'ai fait surtout l'oral de rattrapage en français parce que j'avais eu 5 en première et j'ai eu 15 au rattrapage en français. Donc ça, c'est mon parcours. Vous voyez, il commence pas terrible. Ça, c'est pour donner aussi espoir à tous ceux qui ont un peu de difficulté. Je suis personnellement réellement épaté par tout le travail qui est fait par nos jeunes aujourd'hui. J'entends beaucoup dire que le bac aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il valait par rapport à avant, parce qu'aujourd'hui, il y a plein comment on appelle ça, de mentions, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'à mon époque, en toute honnêteté, on ne travaillait pas autant que ce que travaillent nos jeunes aujourd'hui. Alors, travaillez, vous avez raison de le faire, parce que grâce à ça, vous aurez des bonnes notes et vous pourrez choisir votre formation. En tout cas, vous aurez plus de chances d'être pris dans les formations que vous voulez faire. Faites-le, c'est une bonne idée. Parce qu'après mon bac, moi, je voulais faire médecine depuis l'âge de 5 ans et je voulais être chirurgien. Donc, j'ai fait ma fac de médecine à Tours. Je viens de Tours à l'origine et je commence ma première année et j'échoue ma première année. Alors, j'ai eu mon bac grâce au français. J'échoue ma première année de médecine à cause du français. J'ai un 6 sur 30 en français qui était un examen de première année de médecine à l'époque à Tours. Entre mes 2 premières années de médecine, je vais décider de faire quelque chose d'assez atypique. Je vais aller au bloc opératoire pour apprendre ce qu'est la chirurgie. Je suis accueilli par le professeur Lacombe qui m'accueille dans son service et je vais découvrir ce qu'est la chirurgie. Aujourd'hui, c'est normal, vous faites des stages de découverte en seconde, en première, en seconde et en troisième. Et à l'époque, ça n'existait pas. Donc moi, je l'ai découvert vraiment ce métier en fin de première année de médecine, en ayant raté, grâce à ce stage d'été où j'ai passé tous mes matins, toutes mes journées, en fait, tout l'été au bloc, à découvrir ce qu'était la médecine. J'ai découvert ce qu'étaient les actes, j'ai découvert plein de choses, c'était passionnant. J'ai découvert aussi à 18 ans ce qu'était se battre contre la maladie et malheureusement aussi ce qu'était la mort. Ce n'est pas facile, surtout dans un service de chirurgie pédiatrique, de découvrir ça. Les vrais héros de la médecine, ce n'est pas les médecins, ce sont les patients, ce sont leurs familles qui se battent au quotidien. Il ne faudra jamais l'oublier, c'est la réalité. Et ce combat, il est permanent. Et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Alors, face à ça, vous avez des personnes qui vont se battre, des équipes médicales. Et vous avez vu, je vous ai montré les travaux et les métiers de nos équipes. Il y en a d'autres derrière. Il y a les infirmiers, il y a les infirmières, il y a tout le personnel de bloc. Ce ne sont pas que des infirmiers et des infirmières. Vous avez les médecins, les différents types de médecins. Moi, je voulais être chirurgien, donc évidemment, j'ai appris ce qu'était la chirurgie pendant cet été. Et au bout de 3 mois de bloc opératoire, parce que j'étais doué pour ça, parce que dans un bloc, je suis comme un poisson dans l'eau, eh bien, j'ai pu faire 2 opérations en duo en étant en première année. J'étais hyper doué pour faire de la chirurgie, c'était mon destin. Le seul petit problème, c'est que j'ai fait une 2e année de première année et j'ai eu un 7 sur 30 en médecine. Dansez la carmagnole. Ça, c'était moi avant mon examen et ça, c'était moi après. J'ai eu un 7 sur 30 en français, ce qui fait que j'ai raté médecine et j'ai dû me réorienter. Alors, il faut savoir que chez Visible Patient, on a actuellement 6 personnes qui ont raté la première année de médecine. Il y a plus de personnes qui ratent la première année de médecine qui réussissent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses après, parce que toutes les personnes en question aujourd'hui travaillent dans notre société, moi y compris, et on fait avancer la médecine de façon grandiose. Il y a plein de possibilités. Essayez d'être médecin, c'est fabuleux, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres possibilités aussi. Donc, ce rêve se brise, et là, je suis comme un enfant qui tombe en apprenant à marcher. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont appris une chose, apprendre à marcher, c'est d'abord apprendre à se relever. Et toute la vie, vous aurez ces difficultés. Vous êtes peut-être stressé face à des examens, vous avez peut-être peur d'ailleurs des examens. C'est normal, c'est comme apprendre à marcher. On a peur de tomber, et des fois, on tombe, on a une mauvaise note.
c'est pas grave, on se relève et on avance. Parce que c'est comme ça qu'on peut vivre et qu'on peut avancer et grandir. C'est ce que j'ai appris et grâce à mes parents, je me suis relevé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai été faire de l'informatique parce que l'informatique, c'était mon loisir. Alors là, on parle d'une autre époque. L'informatique, à l'époque, on l'apprenait sur carte perforée. Et je suis parti à Paris faire l'école des hautes études en informatique. Et là-bas, j'ai rencontré Nicolas Yache qui, lui, faisait de l'informatique pour le médical. Mais ça, je ne le savais pas avant d'y aller. Je l'ai découvert en 3e année lors de mon master que j'ai fait à Paris-Orsay. Et je suis descendu ensuite faire un stage chez Nicolas Yache. Là, j'ai rencontré Jacques Maresco, qui venait de Strasbourg et qui m'a proposé, à l'issue de ma thèse, puisque j'ai fait un doctorat en informatique, de rejoindre l'IRCAD. Il faut bien avouer qu'après mon échec de médecine, mes études se sont très bien passées. J'ai été major de promo partout où je suis passé. Mais ça, c'est parce que, tout simplement, je pense que j'avais trouvé un endroit où je n'avais plus peur, tout simplement, et donc j'avançais plus facilement. La peur, souvent, vous bloque, d'autres, ça les fait avancer. Moi, ce n'était pas trop le cas. Et là, je n'avais plus cette peur de tomber parce que j'avais appris à tomber et je m'étais relevé, je savais que je pouvais me relever. J'ai eu la chance de pouvoir repartir grâce à cette formation. Vous voyez, mon parcours, c'est un parcours à la fois d'école d'ingénieur et universitaire avec le master et ensuite le doctorat. Mon doctorat était un peu particulier, il était mixte, il était moitié informatique, moitié médical, ce qui fait qu'en novembre 1999, un an après la soutenance de ma thèse, j'ai présenté mes travaux à l'Académie de chirurgie. Et ça, c'est une chance que m'a donné le professeur Jacques Maresco, ce qui m'a permis d'abord, en 2000, de devenir professeur à la faculté de médecine, associé à l'équipe de chirurgie digestive et endocrine du professeur Maresco, et ensuite, quelques années plus tard, c'est-à-dire il y a 2 ans, de rentrer à l'Académie de chirurgie en tant que membre élu. Et ça, évidemment, ça fait plaisir parce que ça montre que tout ce parcours permet d'aboutir finalement à l'objectif apporter un bénéfice aux patients. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que je vous rappelle qu'au début, j'étais nul ou pas très bon. Et moi, je pense réellement, comme un peu le disait Winston Churchill, que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, ce qui compte, c'est le courage. Alors moi, j'ai un peu transformé la phrase de Churchill, et pour moi, l'échec n'est pas fatal, le succès n'est jamais final. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que quand vous êtes dans une phase de réussite, vous dites « ouais, c'est bon, je suis invincible », non, sachez que l'échec n'est pas jamais garanti. L'échec peut revenir, le succès n'est jamais garanti. Il faut toujours se remettre en cause, il faut rester humble et il faut surtout se dire que face à tous ces problèmes de la vie, il n'y a pas de limite qui puisse être franchie si on croit en ses rêves. J'espère que cette présentation vous aura permis de le voir. J'espère que grâce à cette présentation, vous aurez peut-être des rêves qui vont naître ou qui vont pouvoir aller plus loin, se développer. N'hésitez pas à faire des choses peut-être atypiques, ça n'empêche pas de réussir. C'est ce que Visible Patient a montré. Et maintenant, j'espère que vous-même, vous arriverez à le faire et vous arriverez à aller sur ces chemins-là. J'ai fini ma présentation. Merci pour votre attention. Et maintenant, je suis tout oui pour les questions. Alors, pour les questions, je vais préciser un élément peut-être important parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Ce que je vais vous proposer, c'est si vous avez des questions, vous les écrivez sur la partie discussion parce que comme ça, je pourrai répondre. Sinon, ça risque d'être vite un brouhaha. Je vous donnerai la parole pour pouvoir la poser quand je verrai les questions apparaître. Si vous êtes d'accord avec ce système, ça permettra de fonctionner efficacement. Voilà. Qui veut prendre la parole? Indiquez-le en message. Comme ça me permettra de vous la donner. Pas de questions? Ah si, Marco, c'est qui, si vous voulez prendre la parole? Oui, merci professeur. Vous avez beaucoup parlé des formations dans votre entreprise. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est par rapport aux qualités que vous recherchez dans les entreprises, notamment dans les startups. Quelles sont les qualités que les jeunes apportent à votre entreprise ou qui devraient apporter? Alors, c'est Visible Patient, peut-être un peu particulier. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. C'est vrai que c'est plus classique aujourd'hui qu'avant, mais ce n'est pas forcément ce qu'on cherche avant. Chez nous, en fait, ça va vraiment être l'adéquation entre notre projet d'entreprise et ce que le jeune va rechercher. Donc, en clair, vous avez compris qu'on est une société qui se bat pour sauver des vies.
Donc, on attend d'abord et avant tout cet enthousiasme, cette envie des personnes qui viennent chez nous. On veut des personnes qui s'engagent à nos côtés pour ce combat. C'est la première qualité qu'on cherche. Ensuite, évidemment, il y a les adéquations entre le besoin technique que je vous ai présenté, hein, vous avez vu qu'il y en avait beaucoup des besoins, et la formation qu'il a eue. Mais la formation ne fera pas tout. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le remarquer, on a des personnes qui viennent de parcours très différents. Il y a des personnes qui n'ont pas de Bac+5, qui sont parfois en Bac+2, et qui ont des postes de directeur chez nous. Tout simplement parce que ce qui compte, une fois qu'on a fait la formation, ça va être aussi l'expérience et comment vous allez, pendant votre parcours, développer vous-même vos propres compétences. La formation continue, par exemple, c'est quelque chose qui ressort énormément dans les profils que l'on a. On a des personnes qui, en permanence, ont continué à apprendre, ont acquis des diplômes universitaires ou des diplômes complémentaires en formation continue et qui ont, par ce biais-là, développer des compétences spécifiques. C'est souvent le cas, par exemple, en assurance qualité, où la formation de base n'est pas forcément une formation en assurance qualité, mais plutôt en métier de l'ingénierie. Et ensuite, il y a eu des formations a posteriori, des formations de type continu, donc, qui leur ont permis d'acquérir ces compétences. Donc, ce que l'on cherche, vous l'avez compris, c'est d'abord et avant tout l'objectif, sauver des vies, c'est l'enthousiasme à venir chez nous et se battre pour ce projet, et ensuite, évidemment, les compétences liées à chaque métier. Et là, je ne vais pas vous le relister, vous les avez vus tout à l'heure. C'est l'ingénierie, c'est la qualité, c'est tout ça. Voilà. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, je vais prendre… Alors, excusez-moi, il faut que je reparte du haut. Céline, alors je ne sais pas qui est Céline, mais je suis désolé, je dis ce que je vois. Donc, si vous voulez prendre la parole pour poser vos questions. Accroché à l'entrée. Vous n'avez pas vu Gizmo encore? C'est Gizmo, il s'appelle. Gizmo, il s'appelle. Je ne sais pas, moi j'ai Céline. Bonsoir, je ne sais pas si c'est moi, Céline, parce qu'il y a Céline c'est moi. H et il y a Alors, il y a Céline qui avait écrit « Êtes-vous sollicité par les patients directement » Est-ce que c'est… Voilà, c'est moi. D'accord, si vous voulez poser vos questions. Il a vu Oui, passer je voulais savoir si c'était les patients pouvaient vous solliciter directement ou si vous êtes sollicité que via les médecins en fait et l'étude des patients en fait via les médecins. C'est une bonne question parce que ça a été une question fréquemment posée par les assureurs, justement, comment le patient accède à ces structures. Donc, on a mis en place un double système. D'abord, évidemment, vous avez compris que c'est un dispositif qui est demandé par les médecins. Donc, il s'agit d'une analyse, comme une analyse de sang. Il faut donc, entre guillemets, une ordonnance, c'est-à-dire une demande venant du médecin. Ceci dit, on sait très bien que des patients vont découvrir cette solution et vont vouloir nous contacter. Donc, on a mis en place sur notre site web un système qui permet à un patient qui pourrait penser en avoir besoin de prendre contact avec notre médecin conseil. Donc, il va être mis en relation par le biais de notre site avec le médecin conseil. Alors, ce n'est pas un chat immédiat, ça vous remplissez un questionnaire et le médecin conseil vous recontactera pour vérifier d'abord si vous en avez besoin et puis ensuite pour prendre contact avec votre propre médecin de façon à pouvoir expliquer si votre médecin vous l'a proposé, peut-être parce qu'il ne connaît pas, c'est des nouvelles technologies, donc tout le monde ne connaît pas, et pour voir si ça a vraiment un intérêt, parce qu'il faut bien dire que ce que je vous ai présenté ne sert pas à toute pathologie, vous l'avez compris, je pense. Il s'agit à peu près de 20 000 patients par an en France qui devraient bénéficier de ce système. On n'est pas sur la totalité des patients en France. Il y a d'autres technologies pour d'autres bénéfices. C'est pour ça que je vous ai parlé de start-up au pluriel. C'est parce que nous, on propose une solution pour un problème donné, enfin pour plusieurs problèmes donnés, mais qui est la chirurgie. Et vous avez des solutions pour, par exemple, la radiothérapie, vous avez des solutions pour la chimiothérapie, etc. Il y en a plein d'autres. Nous, c'est sur ce volet-là, et sur ce volet-là, on doit évidemment orienter. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Si vous avez ce besoin, vous passez par le site web, et comme ça, vous aurez la possibilité d'accéder à notre médecin conseil qui pourra vous aider. Alors ensuite, je vais prendre Tom E, puisqu'il avait mis quelle différence entre manipulateur radio. Donc, si vous voulez prendre la parole, monsieur Tom E, je suppose que c'est monsieur. Mais… Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc j'ai vu le manipulateur radio qui travaillait chez vous sur PC, plus en 3D, en 2D, et par rapport au manipulateur en hôpital qui, comme vous l'avez précisé, accueille le patient, le met en place. Donc, ça m'intéresserait de savoir si c'est différentes formations, en fait. Alors, c'est la même formation, simplement à la sortie de la formation ou quand on recrute le manip radio chez nous, il a 1 an de formation chez nous. Alors, 6 mois de formation, on va dire théorique et
avec des travaux pratiques. Et ensuite, au bout de 6 mois, il est mis en tutorat, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne pendant l'année qui reste, enfin les 6 mois qui restent, et ensuite, il est en autonomie. Donc, ces manip radio vont être formés au post-traitement. Ils vont apprendre chez nous l'anatomopathologie de façon très poussée, avec la lecture des images médicales pour détecter dedans les différents problèmes possibles et surtout pouvoir reconstruire. L'autre volet de sa formation, c'est les traitements d'images médicales, c'est-à-dire des algorithmes qu'il va devoir utiliser et maîtriser. Donc, c'est à la fois de l'informatique et de l'anatomopathologie. C'est ça qu'on apprend chez nous. Cette formation n'est pas diplômante, c'est une formation interne au sein de la société pour les former. Les manip radio à l'extérieur, ceux qui sont à l'hôpital, en général, ne font pas ces formations ni ces post-traitements. Le plus proche de ça, c'est vous le retrouverez en radiothérapie. Vous avez aujourd'hui maintenant des manip radio spécialisés en contourage pour la radiothérapie, mais c'est encore un autre métier parce que ce n'est pas exactement les tumeurs, enfin les organes que l'on construit, mais uniquement la tumeur et des zones pour calculer le tir. C'est un petit peu différent, mais c'est le plus proche. Voilà. D'accord, merci. Alors, la question suivante, Juliette, qui a posé une question sur la propriété intellectuelle. Est-ce que vous voulez la poser pour… Oui, bonjour, c'est le mari de Juliette, là. D'accord. En fait, je me demandais ce qui vous permettait de garder votre avance. Est-ce que dans votre domaine, il est possible de déposer des brevets particuliers, notamment au niveau traitement d'image, ou est-ce que c'est des choses qui sont difficilement brevetables? Non, c'est totalement brevetable. Alors, pour vous donner un exemple, le dernier brevet en date, il date de l'année dernière. On l'a déposé au mois d'octobre 2020. On a intégré le contenu du brevet dans un logiciel jusqu'en décembre 2020. On a ensuite certifié le logiciel dispositif médical en seulement 3 mois, ce qui est exceptionnel en termes de timing. Et donc, aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise. On a actuellement 5 brevets en usage, qui sont des brevets qui nous permettent de protéger les inventions que l'on a fait au niveau principalement du traitement d'image médicale. Donc oui, c'est brevetable. Je sais que certaines personnes pensent qu'un logiciel n'est pas brevetable. Ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas le logiciel qui est brevetable, c'est la méthode qui est brevetable. La méthode qui est utilisée et transformée en logiciel, ça, c'est brevetable. Voilà. Merci. Et donc, ça veut dire aussi que derrière, il y a des métiers de la propriété intellectuelle et des formations associées. J'en profite aussi pour dire ça, parce que c'est un métier à part entière. La propriété intellectuelle, par exemple, c'est des spécialistes de ça. À Strasbourg, par exemple, vous avez le cabinet NUS, ils font que ça. Il y en a aussi à l'université, il y en a un peu partout. Et c'est un métier particulier parce qu'en général, vous apprenez d'abord l'ingénierie. Alors, vous avez des spécialistes de la biologie, d'autres plutôt de l'ingénierie. Donc, vous faites une formation classique d'ingénieur ou de biologiste. Et ensuite, vous allez vous spécialiser, un peu comme pour l'assurance qualité, dans cette question-là, qui est plutôt une question proche de… C'est souvent des personnes qui ont fait une thèse, parce que derrière, il y a des études de ce qui existe, donc qui ressemblent plus à des états de l'art, etc. Question suivante. Alors, les questions personnelles, je répondrai personnellement. Vous resterez connecté après. Céline H., qui a posé des questions sur les écoles. Bonjour, Monsieur Solaire, vous m'entendez? Oui. Je vous remercie tout d'abord pour votre présentation qui était plus que passionnante. Et je voulais savoir, sur Marseille, je sais qu'il y a Polytechnique pour faire de l'ingénierie médicale. Je voulais savoir si sur la région Grand Est, il y avait aussi des écoles similaires. Alors, il y a Télécom Physique qui a un parcours totalement dédié à ce que je vous ai montré. C'est à la fois la robotique chirurgicale, le traitement d'images médicales. En fait, tout ce que je vais montrer, on a actuellement 4 ou 5 personnes venant de Télécom Physique dans la société. Donc, vous voyez, c'est un pourvoyeur pour nous de pas mal de postes, à la fois d'ailleurs sur la partie R&D, mais aussi sur la partie support client. Donc, Télécom Physique Strasbourg, c'est une école qui aujourd'hui est spécialisée pour ça. Ensuite, il faut bien comprendre que de plus en plus d'écoles d'ingénieurs s'intéressent au monde médical, tout simplement parce que c'est devenu un marché extrêmement demandeur d'emploi en ingénierie. Donc, de plus en plus d'écoles standards, je pense que ce soit l'EPITA, l'EPITech, aujourd'hui, ont des parcours spécialisés pour ces problèmes-là. Vous avez l'INSA, par exemple, sur la partie plutôt robotique médicale. Donc, en fait, de plus en plus d'écoles ont cette orientation-là. Il ne s'agit pas d'apprendre la biologie dans ce que je vous dis là. Là, on est vraiment sur l'ingénierie, informatique, physique, maths. Ça va donner des métiers soit sur le traitement d'image, soit sur la robotique, soit pour développer des dispositifs médicaux qui peuvent ne pas être robotiques. En biologie, il y a aussi des formations spécialisées, bien sûr. Alors, question suivante. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Si, voilà, Andy qui me pose une question sur les nouvelles technos. Si vous voulez prendre la parole.
Bonsoir, merci pour cette présentation passionnante. On se posait la question, est-ce que, voilà, on sait que le numérique envahit un peu tout et qu'aujourd'hui, les avancées numériques et la puissance des machines aussi fait qu'on ait toutes ces technologies qui émergent. Est-ce qu'il faut une appétence particulière? Parce que c'est un peu ce qui se passe un peu dans tous les domaines, à la fois dans le bâtiment, dans le nucléaire, dans plein de domaines. On est à la robotique, au travail à travers les ordinateurs. Est-ce que dans vos structures, il faut vraiment une appétence informatique ou non? Pas du tout, parce que tous les membres de l'équipe ne travaillent pas sur de l'informatique. Les traducteurs, ils utilisent l'ordinateur peut-être, oui, en format comme tout le monde pour faire du Word, de l'Excel. L'équipe, par exemple, l'équipe finance de la société, ils utilisent l'outil informatique comme tout le monde, mais ce n'est pas ce que j'appelle l'appétence en informatique. L'informatique aujourd'hui, si vous voulez, en termes d'usage, elle est indispensable. Regardez, ce soir, on est tous en visioconférence grâce à l'informatique. Mais si vous parlez d'impétence au niveau scientifique, d'informatique scientifique, la réponse c'est non, clairement pas, puisque beaucoup des métiers de la société n'ont absolument rien à voir avec l'informatique, à proprement parler, que ce soit notre médecin conseil, que ce soit l'équipe qualité, que ce soit l'équipe finance, que ce soit, je dirais presque les manip radio également. Ils font du traitement qui est surtout anatomopathologique, c'est de l'analyse d'image. Ils utilisent l'informatique avec un outil spécialisé, mais c'est qu'un outil, ce n'est pas eux qui développent les logiciels, vous voyez. Donc voilà, il n'y a pas que ces métiers-là. Par contre, ce que je dirais, c'est que quel que soit ce que vous allez faire plus tard, je parle pour vos enfants bien sûr, parce que l'objectif de ce soir, c'est de donner des visions pour les enfants qui vont chercher demain quelle orientation prendre. Ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose qui les passionne. C'est ça le plus important, parce que c'est très difficile aujourd'hui de faire des études compliquées comme celles qu'on leur demande de faire ou comme celles qu'ils vont aller chercher à faire si vous n'avez pas cette passion. Et la passion, elle peut naître de petits trucs de rien du tout. Donc, moi, je vous dirais, quand j'étais jeune, j'aimais jouer aux jeux vidéo. Mais les jeux vidéo n'existaient pas comme aujourd'hui. Donc, pour pouvoir jouer à des jeux vidéo, il fallait programmer soi-même ces jeux vidéo. Quand j'ai raté médecine, qui était ma passion, je me suis réorienté sur l'informatique parce que j'avais développé des jeux vidéo en loisir. Et j'ai utilisé mon loisir comme redirection. Ça m'a permis d'avancer et de revenir dans ma passion. La passion peut être un élément secondaire de la recherche d'emploi. Si vous voulez être écrivain, par exemple, ce n'est pas évident d'être écrivain en étant sûr que vous allez gagner votre vie en tant qu'écrivain. Par contre, si vous allez prendre un métier où vous allez retrouver des plaisirs qui sont plutôt de l'ordre du loisir et que ce métier vous donne suffisamment de temps pour être écrivain, vous serez écrivain. Si, vous voyez, c'est des exemples que je donne, mais c'est pour essayer d'illustrer. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile pour nos jeunes de savoir choisir leur voie, de savoir ce qu'ils veulent faire. Ils ont des loisirs, ils ont des choses qu'ils aiment, et puis ils ont des passions. La passion peut les emmener très loin. Parfois, au-delà des études, ils vont revenir sur ces passions. On le voit dans les émissions de télé culinaires, par exemple. Vous voyez des personnes qui ont suivi un parcours complètement différent et qui vont revenir dans la cuisine parce que c'est leur passion. Eh bien, pourquoi pas? C'est très riche, ça, parce que ce parcours qu'ils ont fait leur a appris des choses en dehors du métier classique où ils ont une passion. Et cet apprentissage qu'ils ont eu dans d'autres métiers va leur servir pour être différents et pour apporter de l'innovation. Donc, il faut rester l'esprit ouvert. L'idéal, c'est évidemment de pouvoir faire ce pourquoi on est passionné. L'appétence, elle est essentielle. Si vous aimez faire quelque chose, vous serez meilleur. C'est sûr que moi, ce que je conseillerais à chacun, c'est d'aider vos enfants à faire ce qu'ils aiment faire, à les pousser à faire ce qu'ils aiment faire et pas forcément à les forcer à faire ce qu'ils n'aiment pas faire. Forcer un enfant à travailler, même s'il n'aime pas le faire, c'est nécessaire. Mais par contre, l'orienter dans une voie où tout ce qu'il va faire ne lui plaira pas, ça finit toujours pareil. Moi, je l'ai vu partout. Au bout de 10 ans, il a quitté cette voie complètement et il s'est orienté vers autre chose. Alors, ça peut être parfois utile, parfois pas. Parfois, ça peut être destructeur. L'idéal, c'est quand même d'essayer de les aider à découvrir vraiment ce pourquoi ils ont de l'appétence, ce pourquoi ils ont des passions, et de les aider à développer ça dans le bon sens, c'est-à-dire en apprenant, en poussant ça plus loin, en étant plus performant dans ce qu'ils veulent faire, ou plutôt pour préparer ce qu'ils veulent faire. Aimer la médecine, c'est une chose. Faire médecine, c'est vraiment autre chose. Je voulais être chirurgien, je ne suis pas chirurgien. Je suis professeur aujourd'hui, oui, je suis membre de l'Académie de chirurgie, mais je ne suis pas chirurgien. Mais j'ai trouvé une autre voie qui permet de développer ça.
je pense que c'est ça peut-être qu'il faut garder. Alors, est-ce que je prends d'autres questions? J'avais vu, je crois qu'il y avait… Est-ce que c'était… Il y avait une question, je ne sais plus qui l'avait posée, qui était « Est-ce que ça marche tout le temps ?» Eto Benjamin. Eto Benjamin, est-ce qu'il est encore là? Peut-être pas. Bon. Ça m'intéresse pas. Ben, Tom E, vous pouvez reprendre la parole, parce que je vois que vous avez posé une question. Je réactive le son. Oh, bonsoir. Donc, moi, j'ai 2 fils, un qui est en 3e et l'autre en première. Ils ont des stages à faire et je me posais la question si éventuellement Trop tard. À… Trop tard pour cette année, c'est sûr. On est évidemment très sollicité. Malheureusement, en plus, c'est compliqué pour nous. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, on est un laboratoire d'analyse d'images médicales avec une certification particulière, ce qui rend très difficile l'accueil d'étudiants en stage en découverte. Donc, les stagiaires qu'on prend en général sont des stagiaires en dernière année de formation. Là, par contre, je conseille fortement, si vous êtes intéressé, plutôt de chercher un stage soit à l'IHU Strasbourg, soit à l'IRCAD, d'où vient Visible Patient. L'avantage pour le jeune, c'est qu'il verra encore plus de choses. Là, je vous ai montré qu'un volet, qui est le volet traitement d'image, mais à l'IRCAD, vous aurez aussi de la robotique, vous aurez la chirurgie, vous aurez beaucoup plus de métiers encore. Donc, je conseillerais plutôt d'essayer de trouver un stage découverte à l'IRCAD qui a une structure d'accueil qui permet ça. Mais là encore, prenez-y-vous très tôt parce qu'il y a énormément de demandes. Et évidemment, plus tôt vous y prenez, plus vous aurez une chance. J'imagine, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je ne vois plus trop de questions sur le papier. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Activez votre micro et puis je vous laisse la parole. Non, bah, écoutez, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que je laisse à nouveau le mot de conclusion peut-être à M. Secchi. Oui, ben, merci beaucoup, M. Soler. C'était passionnant. Hein. Je pense qu'on a tous appris beaucoup et également tout ce que vous nous avez expliqué sur les métiers, sur l'orientation. Je pense que ça va être très riche pour beaucoup d'entre nous. Donc, encore merci pour votre temps. La visio va être mise à disposition normalement auprès des parents. On verra avec l'appel comment distribuer ça. J'aimerais également remercier tous les participants pour leur présence et leur intérêt, leur interaction avec le professeur Soler et vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Bonne soirée à tous, bonne continuation et puis bon courage à vos enfants pour leurs études et peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci.